recherche aussi des gens qui ont des facultés à s'adapter facilement à évoluer dans des milieux différents, des qualités d'adaptation, comment dire, je dirais d'intégration rapide pour s'intégrer à notre section qui, comme je l'ai dit, est très soudée, qui a une forte cohésion et des capacités à évoluer aussi bien sur terre dans les milieux périlleux, mais aussi dans l'eau, puisque comme je vous l'ai dit, on travaille avec les plongeurs du combat du génie, donc dans notre sélection on a aussi une petite partie en milieu nautique assez exigeante. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous retournons au 17e régiment de génie parachutiste pour échanger avec un membre de la FOS, la fouille opérationnelle spécialisée. Son chef de section nous parlera des différentes missions et des conditions pour intégrer cette unité assez peu connue et pourtant passionnante. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc je suis l'adjudant Alexandre, chef de section fouille opérationnelle spécialisée du 17e RGP. Je suis donc coordinateur de deux groupes FOS. Donc la fouille opérationnelle spécialisée, ce sont des unités particulières du génie. Donc à savoir, il y a 3 niveaux de fouille dans l'armée de terre. Le premier niveau, c'est la fouille opérationnelle élémentaire, qui est propre à toute arme. Ça consiste en fait à la fouille de personnel ou la fouille de véhicules, par exemple sur une enceinte ou une entrée d'un camp, dans le but de sécuriser une personne ou de sécuriser l'entrée d'une enceinte militaire. Ça, tout le monde est capable de le faire. Ensuite, le second niveau, c'est la fouille opérationnelle complémentaire. Donc ça, c'est propre à l'arme du génie en général. Et ce sont des missions qui consistent à fouiller différents milieux, donc la fouille de zone, la fouille d'une habitation occupée. Donc par exemple, en BSS, les groupes génie étaient employés pour fouiller différentes habitations. Enfin, quand je dis habitation, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça peut être un simple carbet. Le but, c'est toujours de rechercher des ressources afin de priver l'ennemi de ses ressources. C'est ça l'objectif. Et ensuite, le dernier niveau, donc c'est la fouille opérationnelle spécialisée. Donc comment dire ? Donc c'est propre aux sections spécialisées des régiments du génie. Donc à savoir, il y a 8 régiments du génie, donc 8 sections spécialisées, fouilles opérationnelles spécialisées. Donc elles interviennent dans tous les milieux. Donc, et plus particulièrement dans les milieux périlleux. Donc là je parle de grottes. Je parle aussi de milieux confinés, comme les réseaux suburbains par exemple. Ou encore des milieux où l'atmosphère est particulière, donc en atmosphère viciée en fait. Donc on a des matériels spécifiques qui nous permettent d'évoluer dans tous les milieux. C'est là, pour passer de l'un à l'autre, de la fouille opérationnelle à la fouille opérationnelle spécialisée, c'est des tests de sélection, comment ça se passe ? Donc tout à fait, toutes ces sections, donc il faut passer différentes qualifications pour déjà avoir, pour accéder à être en section spécialisée. Donc on a un stage de 7 semaines initialement qui se passe à l'école du génie à Angers, aussi bien pour les militaires du rang que pour les cadres. Et ensuite, différentes qualifications particulières, donc en matière de franchissement commando, en matière d'intervention sur munitions, donc les stages MUNEX, qui permettent ensuite d'intégrer les sections. Donc au 17e régiment du génie parachutiste, on effectue des tests de sélection qui durent environ une semaine, où là on essaye de détecter chez les candidats le potentiel pour intégrer la section. D'accord. Il y a une spécificité liée aux parachutistes au niveau des fosses, parce que tu as dit qu'il y a plusieurs fosses, il y a une fosse dans chaque régiment de génie en France, oui. C'est ça ? Le 17e RGP a la particularité d'être parachutiste. Est-ce qu'il y a une spécificité pour la fosse à ce niveau-là ? Alors, il n'y a pas vraiment de spécificité, c'est plutôt particulier pour nous, puisque le fait d'être parachuté et déployé par air, en fait, nous contraint au niveau de l'emport de matériel, puisque le matériel des sections FOS est assez encombrant en général, avec l'ensemble de nos détecteurs, de tout notre matériel de fouille. Donc nous, on doit s'adapter pour travailler de façon légère et rustique en fait. Et je dirais qu'en fait c'est ce qui fait un petit peu notre force, le fait de pouvoir s'adapter à cette
contraintes, je dirais, pour effectuer le travail comme toutes les autres sections en fait. Vous avez un armement particulier par rapport aux autres paras du 17 par exemple? Alors on a un armement spécial donc des HK MP5. Pourquoi? Pour utiliser la munition de 9 mm en fait dans tous les milieux périlleux, pour éviter d'utiliser la munition de 5,56 qui ricoche plus facilement et qui mettrait en danger la vie des équipiers si jamais on devrait ouvrir le feu dans ces milieux qui sont assez restreints en fait. Et ensuite on a l'armement que toutes les autres sections ont, donc HK416 en modèle court pour être plus agile dans l'évolution dans ces milieux là, et aussi Glock 17 de l'armée française. D'accord. Toi, tu as pas commencé ici au 17e RGP? C'est quoi ton parcours? Non, donc moi je me suis engagé à la base au 6e régiment du génie à Angers en tant que militaire du rang. Donc là j'ai effectué 2 ans ma formation au régiment et ensuite j'ai assez vite basculé à l'école nationale des sous-officiers pour passer sous-officier justement. Et j'ai ensuite pris chef de groupe génie combat, donc en section de combat, ce qui m'a permis d'acquérir un peu d'expérience en termes de commandement. Et j'ai un peu gravi les échelons au fur et à mesure. Après 10 années passées là-bas, j'ai demandé à être muté au 17e RGP, qui pour moi était le régiment le plus ops au moment donné pour continuer ma carrière en fait. Et donc j'avais eu la chance d'être formé fausse là-bas, à Angers. Donc en arrivant ici, j'étais déjà qualifié fouille opérationnelle spécialisée. Donc j'ai passé quelques semaines particulières où j'ai été testé par les gens présents au régiment dans la section, les anciens, là, où j'ai dû faire mes preuves pour pouvoir intégrer la section, donc rien n'était fait. Voilà, et j'ai ensuite été envoyé en formation, donc j'ai passé l'instructeur commando. Donc là c'était pareil, hein, c'était soit je l'avais, je restais à la section, soit je l'avais pas, donc j'allais très vite changer de section. Et ensuite le stage CMD, Conventional Munition Disposal, pour intervenir sur un large panel de munitions conventionnelles. D'accord. Vous travaillez avec ta section, est-ce que vous travaillez avec les GCP, les commandos parachutistes? Alors le travail a été fait en 2015 hein, sur une projection en BSS. Donc là il y avait un travail conjoint avec l'épongeur de combat du génie du 17, une équipe de la fouille opérationnelle spécialisée du 17 et les commandos parachutistes engagés en BSS. Donc là c'était des missions d'opportunité sur renseignement dans le but d'aller fouiller des zones, fouiller des points particuliers identifiés après collecte de renseignements lors des opérations, où était retrouvé beaucoup de matériel. Et donc l'objectif c'était bien ça, hein, récupérer le matériel, le détruire si nécessaire pour priver l'ennemi de ses ressources et attaquer les réseaux ennemis au final. Depuis, la section était engagée sur l'opération Barkhane au Mali. Donc il y avait un groupe fausse engagé au sein d'une section génie combat. Donc là encore une fois, les missions étaient diverses et variées, hein, aussi bien de la mission spécifique génie combat, hein, en termes de sécurisation, ouverture d'itinéraire, et aussi bien des missions plus spécifiques fouilles, donc la fouille de village, fouille de véhicules, mais je parle plus de motos, hein, les gars utilisaient des motos, où différentes ressources ont été fouillées, trouvées, pardon, et pour renseigner et détruites ensuite pour priver l'ennemi de ses ressources. Voilà. Est-ce qu'il y a des dans d'autres armées, je pense par exemple à l'armée américaine, est-ce qu'il y a un équivalent de la fosse? Est-ce que vous avez déjà bossé avec eux peut-être? Alors l'armée américaine pas vraiment, mais par contre l'armée britannique oui. Donc on a les Reiki, donc ce sont des sections de recherche. Parce qu'il faut savoir que l'historique en fait au départ, fin des années 50 et début des années 60, ont été créées les sections grottes pendant la guerre d'Algérie. Ensuite, ces sections ont été dissoutes. L'armée britannique a créé, durant les années 60 aussi, la Search Britannic Force pour lutter contre l'IRA à l'époque.
Et en 2008 a été créée au 17 la première section fosse qui reprenait un peu ce modèle-là. Donc le modèle de la gare d'Algérie, d'où vient le symbole de notre écusson, et le modèle britannique. Et donc l'armée anglaise dispose de sections un petit peu comme la nôtre, mais qui travaillent différemment. C'est des sections plus spécialisées dans le renseignement. Voilà. D'accord. Tu parles de ton écusson, c'est l'écusson avec la chauve-souris, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc la chauve-souris vient de ces fameuses sections grottes durant la guerre d'Algérie. Et en plus, sur l'écusson, on a 3 étoiles qui correspondent aux 3 niveaux de fouille, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas de référencement à Batman, de référence à Batman. Non, pas vraiment, non. Ça, c'est pas trop le sujet. Ok. Les membres de la fosse sont forcément plongeurs? Alors non, pas du tout. Par contre, on essaie de qualifier des plongeurs fausses, ce qui permet en fait de travailler avec eux et d'avoir un outil bien plus important sur différentes missions en fait. Et de travailler conjointement avec eux. J'ai vu que vous partagez même les mêmes locaux. Enfin, en tout cas, vous êtes un peu au même Donc, endroit. au régiment, on partage les mêmes locaux. On est centralisé avec les commandos parachutistes, les plongeurs de combat du génie et nous. Donc, ce qui nous permet d'avoir une certaine cohésion dans la vie de tous les jours et d'entretenir des relations saines en fait pour pouvoir partir ensuite en mission avec eux ou lors des exercices. J'imagine que ça va être intéressant en termes de rétex aussi. Vous pouvez communiquer entre vous sur ce que vous avez vu, Alors d'une part c'est intéressant en termes de rétex, mais en termes d'évolution de travail en fait, pour proposer des choses, pour innover et toujours dans le but d'améliorer nos procédures et de trouver des solutions pour réussir la mission. Donc ces échanges facilitent énormément cette situation. Dans quelle mesure vous êtes force de proposition sur la question de l'innovation justement? Est-ce que c'est centralisé? Parce que tout est centralisé par la STAT, la DGA en matière d'équipement. Eh bien oui, c'est centralisé, mais en fait au final c'est nous qui récupérons, qui percevons les matériels, qui nous en servons, et donc au fur et à mesure de cette utilisation, on fait remonter le rétex pour améliorer ces matériels. Ou alors dire aussi que certains matériels sont pas forcément adaptés, qu'il faudrait faire plus comme ci, comme ça, pour que ce soit plus adapté en fait. Voilà. La dernière mission sur laquelle tu étais engagé, toi, à titre personnel, c'était quoi? Alors moi, ma dernière mission, c'était l'opération Amitié au Liban. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais en août 2020, il y a eu l'explosion d'une réserve de nitrate d'ammonium, si je me souviens bien, sur le port de Beyrouth. Donc lors d'un incendie, il y a eu une grosse explosion, et du coup, je venais juste d'arriver au régiment. Et donc 4 jours après mon arrivée, je suis parti au Liban avec une équipe de la fouille et une équipe des plongeurs d'ailleurs. Donc l'objectif c'était d'aller fouiller les décombres pour chercher les survivants. Bon, ça s'est pas passé vraiment comme ça, mais on a été employé pour sécuriser différents bâtiments du port de Beyrouth dans le but d'aider la population à se rétablir après cet accident. Du coup, les missions, c'était quoi sur place? Eh ben, puisqu'on avait des qualifications particulières en termes de franchissement, eh ben, on a installé différents points de franchissement. Donc c'était beaucoup de travail sur corde en fait, pour aller retirer des pièces métalliques de grande surface et sécuriser les bâtiments, aseptiser certaines zones en fait pour empêcher le suraccident. Donc là, ça rentrait pas du tout dans le cadre de nos missions de base, mais c'était un aspect qu'on ne connaissait pas et du coup, pour le coup, c'était vraiment intéressant. Voilà, on a pu aussi faire de la fouille de navires qui étaient échoués pour voir s'il n'y avait pas des corps de personnes qui étaient coincés à l'intérieur. Voilà, donc nos missions consistaient sensiblement à ça. Parce que pour des raisons, des contraintes extérieures, on n'a pas pu fouiller les décombres. La fouille des décombres avait été faite par la sécurité civile. Voilà.
Après, on a une autre spécificité à la section, j'en ai pas parlé au début, c'est que régulièrement on est réquisitionné par les forces de sécurité intérieure dans le cadre d'enquêtes criminelles. Donc ça c'est une particularité au 17, que maintenant toutes les sections fausses des différents régiments du génie font aussi. Donc comment ça fonctionne en fait, sur besoin, les forces de l'ordre demandent le renfort d'une équipe, d'un groupe, enfin d'un volume de personnes de la section pour aller fouiller une zone afin de retrouver des éléments dans une enquête criminelle. Donc des éléments, j'entends par là de l'armement, de la drogue, des munitions, une balle d'une munition qui a servi à commettre un meurtre, pardon, ou encore un cadavre, une personne disparue. Voilà. Donc ça c'est un point fort de notre section en fait. Ça nous a permis d'acquérir une riche expérience dans ce domaine-là. Ça permet aussi à tous les équipiers de travailler dans son domaine de spécialité sur le territoire national et donc d'évoluer personnellement et de faire rayonner l'image de l'armée au sein de la société française finalement. Voilà. Les unités de force intérieure, gendarmerie, police, ils n'ont pas ces qualifications, ces compétences? Alors si, néanmoins ils sont limités en termes de matériel et donc ils nous appellent généralement quand c'est le dernier recours en fait, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Et donc là ils font appel à nous parce que on a su adapter nos procédures fouilles dans ce domaine-là et ça nous permet en fait d'avoir une analyse de la situation, une analyse de terrain, donc on essaie de les conseiller par rapport aux éléments de l'enquête afin d'axer les fouilles dans les meilleures conditions, sur les meilleures zones et de trouver ce qu'il y a à trouver. Donc en fait c'est beaucoup de communication avec les forces de l'ordre et un travail conjoint avec eux, et on fait aussi intervenir plein d'éléments concurrents, donc les équipes cynotechniques par exemple de la gendarmerie qui sont situées à Gramat, les techniciens d'investigation criminelle, qu'est-ce qu'on a encore, une fois ont été réquisitionnés une équipe du 2e régiment de Dragons, une équipe NRBC pour faire de la décontamination, puisqu'on était en train d'évoluer dans un milieu périlleux qui était sale, c'est-à-dire qu'il y avait des carcasses d'animaux à l'intérieur, donc il y avait toute une procédure qui avait été mise en place, une chaîne de décontamination, et qui a permis de faire intervenir différents moyens concurrents. Donc tout ça, c'est des expériences très enrichissantes pour la section, pour le régiment. Ouais, ça va être super intéressant d'intervenir dans ce milieu-là avec des experts de l'enquête. Tout à fait, c'est très intéressant et c'est un domaine en plus de ce qu'on fait d'habitude et qui nous permet, comme je vous l'ai dit, de faire notre travail sur le territoire national dans notre cœur de métier. Ça nous permet d'évoluer dans nos procédures, dans l'utilisation de nos matériels, parce que c'est quelque chose de technique finalement. Retrouver une balle de 9 mm dans une zone de plusieurs hectares, c'est assez complexe. Donc là, il faut utiliser des procédures très particulières, des fouilles systématiques qui permettent de résoudre le problème, de trouver la munition en fait. Tu parlais d'évolution sur corde. Vous êtes un peu les cordistes de l'armée de terre, non? Cordistes, je dirais pas ça. Mais on est obligé d'utiliser ces moyens pour accéder au milieu périlleux. Hein, mais en fait, ça nous sert aussi pour plein d'autres choses. Ça peut nous servir pour descendre d'un bâtiment, accéder à un bâtiment par une entrée secondaire. Donc, une mission qui nous est propre, c'est la fouille de bâtiments inoccupés, où là, la menace de piégeage est très élevée. Donc on va éviter d'entrer par l'entrée principale et finalement on va essayer de contourner le problème, donc peut-être accéder par le toit du bâtiment, descendre par un moyen de franchissement, accéder par une fenêtre, où là l'ennemi aurait peut-être pas pensé à valoriser cette entrée-là. Voilà, donc c'est une spécificité qui nous est propre. Donc non, on n'est pas des cordistes, mais c'est un outil qui nous permet d'évoluer un peu partout et d'adapter nos procédures en fait.
La fosse, c'est une section qui est beaucoup demandée en interne, au sein du régiment. Les jeunes qui s'engagent ici au sein du 17 ont envie de venir. Alors, ça a évolué. Donc, il y a eu un gros flux de volontaires, je dirais, il y a encore 5 ans, où les gens venaient nombreux passer les sélections, parce qu'ils étaient attirés par les projections, par toutes les réquisitions judiciaires que la section était amenée à faire. Et aujourd'hui, un peu moins, parce que je pense que c'est générationnel. Certains n'ont peut-être pas forcément envie de passer une semaine de qualification assez intense, où il faut démontrer pas mal de qualités. Et puis, on est aussi dans un tournant au sein de l'armée de terre, une volonté du CEMAT à s'orienter vers un entraînement sur la haute intensité. Et donc, en ce moment, c'est particulier. On a un peu moins de gens qui viennent se présenter pour les sélections. C'est notre cheval de bataille en ce moment. Et on fait tout ce qui est dans notre possible pour faire de la communication et attirer les jeunes, parce qu'on a une section avec une grosse cohésion en fait, des gens autonomes, et donc on travaille dans une ambiance particulière en fait. Une ambiance professionnelle, il n'y en a que des techniciens, et c'est vraiment plaisant de travailler dans cette section en fait. Enfin, en tout cas moi en tant que chef de section, c'est peut-être plus facile pour moi de commander des gens autonomes, plutôt de commander des jeunes qui viennent de s'engager. Mais il faut être aussi à la fois rigoureux dans ce commandement-là en fait. À part l'autonomie, c'est quoi les qualités que tu recherches au sein de ta section? Alors déjà en termes de génie, normalement ils ont tous évolué avec ce goût pour, on appelle ça l'œil du sapeur généralement dans l'armée, c'est-à-dire la faculté à observer le terrain et trouver facilement la munition posée au sol, la mine antipersonnelle ou alors le fil-piège tendu dans les hautes herbes. Donc ce qu'on recherche, c'est un petit peu déjà ça, c'est ce goût pour la fouille, la facilité à analyser le terrain et à déterminer si oui ou non il y aura une menace particulière. Donc en termes de génie, quelqu'un qui serait compétent déjà au plus bas de l'échelle. Ensuite, par rapport au régiment et à l'aspect TAP, donc quelqu'un de rustique, de physique, parce qu'on se doit en section spécialisée d'être au plus haut niveau et je dirais même un niveau supérieur des autres sections du régiment. C'est ce qui garantit notre légitimité en fait. On recherche aussi des gens qui ont des facultés à s'adapter facilement à évoluer dans des milieux différents. Des qualités d'adaptation, comment dire, je dirais d'intégration rapide pour s'intégrer à notre section qui, comme je l'ai dit, est très soudée, qui a une forte cohésion. Voilà. Et des capacités à évoluer aussi bien sur terre, dans les milieux périlleux, mais aussi dans l'eau, puisque, comme je vous l'ai dit, on travaille avec les plongeurs du combat du génie. Donc, pendant nos sélections, on a aussi une petite partie en milieu nautique, assez exigeante. Mais on essaye, dans les premiers jours des sélections, de faire des instructions et de donner tous les conseils nécessaires pour réussir ces sélections. Maintenant, la personne qui a toutes ces qualités et qui arrive à la fin de ces sélections, généralement, il n'y a pas de problème, on le prend. Et c'est de toute façon ensuite à nous de l'amener au niveau et de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. En moyenne, des gens qui sont dans cette section, ils restent combien de temps? Ça varie en fait en fonction des personnels. Donc généralement on a des personnels très bons, très compétents, qui vont rester 5-6 ans et qui après vont vouloir faire autre chose, quelque chose de plus particulier. Mais on a aussi des gens qui sont là depuis les tout débuts de la fouille. Donc là actuellement j'ai le plus ancien fouilleur de France au régiment, dans ma section, c'est aussi une fierté. Il est là depuis la création de la section en 2008 en fait. Et voilà, c'est un pilier de la section et il faut qu'on ait des gens comme ça pour transmettre tout ce qui avait été acquis depuis toutes ces années en fait, aux plus jeunes, afin de perdurer dans le régime en fait.
pour pouvoir évoluer dans ces milieux périlleux, il faut aussi un peu une appétence au risque peut-être Au risque, non, mais il faut pas être claustrophobe, en fait, puisque généralement c'est assez exigu. Maintenant, il faut être cohérent avec la réalité, en fait. Oui, on va aller chercher assez loin dans un réseau, par exemple, voir s'il n'y a rien de caché, pas de munitions qui sont entreposées. Maintenant, il faut se mettre à la place de l'ennemi et lui non plus va pas prendre tous les risques et évoluer dans un boyau très restreint pour dissimuler quelque chose. Donc il faut être cohérent. Effectivement, il faut avoir une certaine appétence pour ce milieu. Ouais. Tu parlais du Mali et de l'opération Barkhane. Les conflits effectivement évoluent. Maintenant avec la guerre en Ukraine et l'utilisation massive d'explosifs, de piégeages, de mines des deux côtés, ça vous fait réfléchir un petit peu au niveau de la fosse sur les modes d'action, sur le type de mission de demain, enfin de demain, même de limite d'aujourd'hui? Ouais, tout à fait, ça nous fait réfléchir. Je dirais même que c'est des conversations actuelles au sein de la section en fait. On peut le voir sur les réseaux, hein, on a plein de retours d'expérience. Et du coup, on s'aperçoit que nos missions seraient vraiment adaptées, en tout cas notre capacité est vraiment adaptée à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Le piégeage, il est réel, le minage, il est permanent, donc en fait, on pourrait très bien se voir évoluer sur ce théâtre-là. On peut prendre aussi l'usine de Mariupol, où les forces ukrainiennes ont évolué dans les sous-sols de Mariupol, et donc là on se retrouve dans des milieux un petit peu particuliers, qui calquent un peu ce qu'on fait nous en fait. Donc oui, ça nous amène à discuter quotidiennement, et oui, on est obligé de s'entraîner et d'orienter nos entraînements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le front de l'Est. Oui, parce que on parle beaucoup de déminage, d'accéder à des endroits pour récupérer quelque chose, mais on ne pense pas forcément aux actions commando qui consisteraient à s'infiltrer aussi. Ça fait partie des missions. Alors, action commando, je dirais pas ça comme ça, on n'a pas la prétention d'être des commandos, mais effectivement, pourquoi pas mener des opérations conjointes avec les plongeurs de combat du génie et les commandos para du régiment pour réaliser des missions d'opportunité où il s'agirait de s'infiltrer par des réseaux, par des tranchées, hein, pour accéder à un milieu ou alors détruire un objectif particulier. Donc oui, c'est d'actualité. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, peut-être un conseil qui t'a été utile, toi, à titre personnel, pour passer les sélections ou pour ensuite évoluer dans ce métier-là, et que tu aimerais transmettre à un jeune qui s'engage aujourd'hui, ou qui serait attiré par cette spécialité peut-être? Alors, ouais, le conseil que je pourrais donner, c'est de toujours se remettre en question sur ce qu'on est en train de faire en fait. Rien n'est fait, rien n'est acquis. Donc à chaque fois qu'on évolue, il faut quand même se remettre en question et se dire ok, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je pourrais pas faire autrement? Et ça, quand je l'ai compris, ça m'a permis en fait d'évoluer dans la bonne direction. Donc ça, c'est les conseils que je pourrais donner à tous les gens de la section et aux futurs candidats qui se présentent. Attention, où est-ce que je mets les pieds, et même aussi dans la vie de tous les jours en fait. Se remettre en question, je pense que c'est important et c'est ce qui permet d'évoluer dans le bus. Super, merci pour cet échange et pour tous ces conseils. Merci à toi, c'est avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.